Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée de numérique, c'est l'ActuTech en quelques minutes. Et aujourd'hui ça va être une ActuTech un peu complexe puisqu'on n'a pas beaucoup de titres mais évidemment des sujets extrêmement complexes. Ce matin, durant le live, nous avons longuement parlé évidemment de la situation en Ukraine avec la Russie. Je vais vous résumer quelques points ici qui touchent essentiellement à la tech et aux jeux vidéo avec beaucoup d'articles et beaucoup de conséquences notamment. Nos confrères de ZDNet notamment essaient de se projeter et d'expliquer comment cette guerre entre la Russie et le reste du monde, notamment sur le numérique, pourrait avoir des enjeux et des conséquences assez désastreuses pour tout le monde en termes évidemment d'écosystème mais aussi de sécurité. La sécurité qui est un des sujets qui va longuement revenir puisque on vous rappelle que Wired notamment vous rappelle que les forces cyber de la Russie sont extrêmement puissantes. Pourquoi ? Puisque dans ce long article, Wired vous explique à quel point, comme tout gouvernement qui se respecte, la Russie possède évidemment des hackers d'État, des pirates d'État, mais fait aussi appel à beaucoup de gangs de hackers semi-légaux, public pour frapper depuis maintenant plusieurs années, plusieurs mois. Je vous parle beaucoup de ces histoires de rançongiciels qui ont un peu défrayé la chronique depuis l'année dernière, notamment aux États-Unis et depuis plusieurs mois en Ukraine. L'article montre également à quel point la Russie est une armée sur le net extrêmement puissante, extrêmement moderne et extrêmement flexible par rapport à celle de beaucoup d'États. Bref, si vous avez un peu de temps et que vous voulez bien comprendre la puissance de la Russie, notamment sur le web, cet article est votre article du week-end. On enchaîne avec évidemment les piratages actuels qui ont lieu dans les infrastructures ukrainiennes, avec, vous le saviez, depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, des attaques sur des banques, des sites militaires, la poste, etc. On a de plus en plus évidemment d'attaques et surtout d'infrastructures et de net qui tombent en Ukraine actuellement, avec des villes majeures du pays qui se font attaquer et qui n'ont pas attendu, l'invasion physique des troupes russes pour y aller. Et là, c'est The Verge qui suit tout cela. On passe maintenant chez Politico avec aussi un article passionnant et malheureusement effrayant mais passionnant qui raconte comment l'Ukraine, depuis 2014, s'est plus ou moins préparée à au moins une guerre cyber avec la Russie et avait commencé à recentraliser ses informations pour ne pas se faire hacker plus facilement et prépare désormais à transvaser et à sortir le plus vite du pays ces informations de tous ses services publics, notamment et de ses services secrets, avec des informations qui pourraient évidemment servir leur ennemi. Donc un article à lire sur Politico. Revenons maintenant sur d'autres actions de l'Ukraine pour se protéger. Et désormais, il passe à l'offensive et il demande à plusieurs entreprises et États de couper certains services contre la Russie et évidemment aussi de stopper les mises à jour pour leur logiciel pour la Russie, pour rendre ces derniers plus vulnérables aux hackers ukrainiens ou aux hackers alliés des Ukrainiens. Bref, c'est à lire sur Reuters, et c'est étonnant, mais vous vous rendez compte qu'en fait, aujourd'hui, un logiciel mis à jour et un serveur bien sécurisé, ça a des valeurs critiques. Passons maintenant du côté des civils et des individus, avec évidemment, vous le savez, nous sommes en 2022, les réseaux sociaux qui jouent un rôle assez énorme dans les témoignages et dans la manière dont les guerres et les conflits sont montrés. Et on a évidemment depuis hier matin à l'aube, une flopée de posts et de vidéos qui sont postées sur absolument tous les réseaux sociaux. Alors évidemment, on vous demande de faire le tri, ce qui est toujours un peu compliqué, mais qui montre encore une fois au plus près comment la guerre est documentée par les gens sur place eux-mêmes. Je vous rappelle que c'est un phénomène qui avait vraiment explosé avec le printemps arabe il y a maintenant 10 ans, et c'est un phénomène qui ne s'est pas arrêté. D'ailleurs, Facebook et Twitter ont déjà décidé de réagir, puisqu'ils ont mis en place des systèmes de sécurité, comme ils l'avaient fait pour d'autres crises, notamment à Hong Kong, notamment en Syrie, en Afghanistan. C'est ici Facebook, par la voix de son responsable de la sécurité, Nathaniel Gleicher, qui explique les mesures qu'ils vont mettre en place, avec notamment la mise en place d'une Special Operations Center qui était déjà mise en place pour d'autres crises d'ampleur internationale, et puis aussi la possibilité pour les membres ukrainiens de Facebook de loquer leur profil pour ne plus qu'ils soient joignables et peut-être qu'ils se fassent espionner et qu'ils puissent donner des informations. Je vous rappelle que le nerf de guerre, c'est de ne pas donner d'informations sur les positions de civils ou de forces armées ukrainiennes actuellement. C'est un peu la même chose du côté de Twitter, mais le problème c'est que Twitter a dérapé puisque Twitter, eux, ils ont censuré certains comptes de chercheurs et de militants qui montraient en fait des images du conflit. Et évidemment, erreur réparée. Et pendant ce temps-là, pendant que Twitter vont également mettre en place des systèmes pour sécuriser leurs utilisateurs ukrainiens, vous le voyez sur les réseaux sociaux, il se passe un peu tout et n'importe quoi. On voit ici LevelCO, qui est un entrepreneur très connu de la Silicon Valley et des petites entreprises indépendantes, qui annonce qu'il est passé sur Patreon pour donner de l'argent à un projet pour financer les troupes ukrainiennes. Bon, vous prendrez ça comme vous voulez, mais vous voyez bien que ça part un peu dans tous les sens.
Enfin, on terminera sur le compte Twitter de l'Ukraine elle-même, qui troll ou qui demande plus sérieusement aux réseaux sociaux et aux gens de les aider. Évidemment, ce ne sont que des tweets, donc un petit peu amers. Mais voilà ce qui se passe actuellement. On vous tiendra au courant en essayant évidemment de se borner sur tout ce qui est technologie et gaming. Et justement, dans le gaming, la réponse de beaucoup de studios et d'acteurs a été assez grande et en solidarité notamment avec l'Ukraine et de toutes les initiatives et les réactions, notamment de beaucoup d'éditeurs de jeux vidéo de l'Est, donc qui sont impliqués, qu'ils le veuillent ou non, dans cette crise, qu'ils soient ukrainiens, russes ou même polonais, roumains, enfin toute l'Europe de l'Est est extrêmement touchée. Le témoignage et l'action qui nous aura le plus fait réagir, c'est celle de 11-Bit Studio, puisque 11-Bit Studio, je vous rappelle que c'est le studio qui est derrière This War of Mine. Si vous n'avez jamais joué à ce jeu, c'est une référence. C'est un jeu de guerre, mais un des rares jeux de guerre qui vous met dans la peau de civils essayant de survivre et pas de militaires surpuissants. Et bien ces derniers ont annoncé que dans les 7 prochains jours, toutes les ventes du jeu, les DLC, tout ce qu'ils font comme argent seront reversés à la Croix-Rouge ukrainienne pour évidemment aider l'Ukraine. Enfin, et un tout dernier point, un point un petit peu inédit, les États-Unis et la Russie continuent à travailler ensemble dans l'ISS. Et oui, je vous rappelle que les États-Unis et la Russie sont des partenaires dans l'espace, sont même les principaux partenaires l'un de l'autre, et que depuis plusieurs années, malgré la montée des tensions entre les deux superpuissances, dans les services spatiaux, ça reste, on va dire, plutôt civil. Et j'ai une pensée pour les gens qui bossent ensemble, peut-être là-haut, en altitude, comment ça se passe sur ce terrain international qui est littéralement opéré par les Russes et les Américains en même temps. Nous allons maintenant quitter, même si c'est un peu dur pour la transition, le conflit ukrainien et russe, et nous allons passer au reste des actualités tech du jour. On commence par Amazon, qui est la marque la plus utilisée par les arnaqueurs et les arnaqueuses qui utilisent notamment le système de phishing. Voilà, 18% des emails seraient utilisés et passeraient par un faux compte Amazon, selon Atlas VPN. Donc désolé pour Amazon qui déjà ont du mal à travailler leur image de marque. Mais du coup, c'est la marque préférée des escrocs. C'est un peu compliqué. Pendant ce temps-là, on passe à un autre GAFAM, passons à Facebook. Et juste avant-hier, Facebook tenait une conférence, ça s'appelle Inside the Lab, et c'est une conférence qui est liée notamment à l'intelligence artificielle. Mark Zuckerberg y a réitéré que l'intelligence artificielle serait la technologie fondatrice du futur, la technologie la plus importante, et il a évidemment fait des démonstrations de ce que Meta allait mettre en place de ce côté-là. On commence évidemment par cette image qui n'est pas très sexy, mais cette image a été générée par votre voix, oui tout simplement. Et Mark Zuckerberg et ses employés ont fait une démonstration où ils voulaient juste décrire un métaverse qu'ils allaient créer, et ils ont juste dit je voudrais faire un petit pique-nique sur une plage, et boum, l'intelligence artificielle a créé ce qui était pensé être une petite île et une petite plage, donc plutôt réussi. Autre démonstration notamment liée, comme pour Google, autour de tout ce qui est traduction et langage naturel, où Meta fait aussi de très gros progrès. Évidemment, Mark Zuckerberg espère qu'ils prendront l'entrain les prochains business, vu que les actuels ne sont pas extrêmement fructifiants. Merci Apple et iOS qui coupent un peu tout le tracking. On va justement passer à Apple et un peu d'intelligence artificielle pour faire la transition. Écoutez bien cette voix. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Et maintenant, dans les commentaires sous cette vidéo, dites-moi si cette voix est la voix d'un homme ou la voix d'une femme. Je vous la remets. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Et bien ce matin, on se posait la question, et c'était justement le but d'Apple, puisque avec la nouvelle version d'iOS, Apple vient de montrer la nouvelle voix de Siri, qui sera une voix non genrée. Et c'est étonnant, puisque la plupart des gens ne sont pas d'accord pour savoir si c'est la voix d'un homme ou d'une femme. Mais c'était le but d'Apple de faire en sorte que Siri est une intelligence artificielle, mais qu'elle n'a pas forcément de genre. Assez étonnant, mais plutôt, je trouve, plutôt moderne comme approche. On va rester sur les smartphones ce coup-ci, et après les smartphones d'Apple, on va passer aux smartphones Android. Hier, vous l'avez vu, évidemment, la star du jour, c'était la nouvelle gamme haut de gamme de chez Oppo, les Find X5. On aura un Pro et notamment un Lite avec des tarifs qui s'échelonneront de 499 € pour le Lite à 1299 pour le Find X5 Pro. Un Find X5 Pro qui, sur le papier, embarque tout ce qu'il peut embarquer. Un dos en céramique, une charge rapide, un écran haut de gamme LTPO 2.0, un SoC Snapdragon 8 Gen 1, 12 Go de RAM, un appareil photo en partenariat avec Hasselblad, un ISP dédié qui s'appelle le Marie Silicon dont je vous avais déjà parlé. Bref, la totale. Est-ce que ça suffira à Oppo pour convaincre les gens de mettre 1300 € dans autre chose qu'une marque très connue comme au hasard Apple ou Samsung?
L'avenir nous le dira. En tout cas, pour le reste, il reste le Find X5 normal et le Find X5 Lite, je vous rappelle, qui eux ont des spécifications un petit peu au rabais, c'est-à-dire que on va avoir des écrans qui ne sont pas LTPO 2.0, nous aurons des socs moins puissants, un Snapdragon 888 pour le Find X5 et un MediaTek Dimensity 900 pour le Find X5 Lite, mais évidemment des tarifs un peu plus doux. On est, je vous rappelle, à 499 € pour le Lite et 999 € pour le 5 normal. On enchaîne justement avec Samsung, et Samsung qui annonce que ses petits S22 se prévendent très très bien. Alors je vous rappelle que nous on a lancé nos tests de ces téléphones, ils sont désormais tous parus. Le S22 Ultra c'était mardi, le S22 Plus c'était hier, avant-hier, et le S22 normal, le test est sorti hier et lui il prend 4 étoiles. Vous savez qu'il y a pas mal de discussions autour des performances des Exynos 2200 qui animent cette gamme de téléphones superstar. Pour l'instant, Samsung se veut rassurant et Samsung annonce qu'ils ont fait des préventes records pour les S22 et notamment les Tab 8 Series. Alors évidemment, c'est Samsung, on n'a pas de chiffres, mais on rappelle que l'année dernière, les préventes et les ventes initiales des Galaxy S21 ne s'étaient pas montrées extrêmement encourageantes pour à la fin finalement faire une belle année puisqu'elles avaient été un moteur de croissance pour Samsung. Je vous rappelle que vous trouvez tous les tests des Galaxy S22 Ultra, S22 Plus et S22 sur notre site. Merci Laure et merci Kevin évidemment pour avoir speedé tout cela. Terminons enfin avec des actualités gaming et on va commencer par la France et une bonne nouvelle pour les gens qui bossent dans le jeu vidéo en France puisque le crédit impôt jeu vidéo vient d'être validé, en tout cas plutôt sa réforme, c'était un peu le suspense. Mais finalement, le gouvernement a donné son feu vert et on en profite pour faire une petite interview de Julien Villedieu, qui est le président du SNJV, le syndicat français du jeu vidéo globalement, qui explique qu'évidemment, le jeu vidéo est une industrie culturelle, une industrie technologique cruciale pour la France et qu'il ne faut absolument pas que la France se fasse distancer par d'autres pays. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il faut avoir de très très gros moyens pour commencer à s'imposer et la France est plutôt bien placée avec pas mal de studios indépendants, AA ou AAA. Allez lire cette interview de Julien par Maxence, c'est extrêmement intéressant. On reste dans le jeu vidéo ce coup-ci et on va partir aux États-Unis avec Tesla, jamais à court d'idées et de coups de pub, puisque Tesla a annoncé qu'ils avaient travaillé sur l'intégration des jeux Steam dans les voitures Tesla. Je vous rappelle que les voitures les plus récentes de la marque américaine sont considérées comme des ordinateurs de jeu plutôt performants, avec notamment dans certains modèles des APU AMD qui n'ont pas trop à rougir par rapport à certaines consoles de jeu. Elon Musk était vanté de faire tourner The Witcher 3 assez bien sur ces voitures et il s'est encore fendu d'un tweet dont il a le secret expliquant que ils essaient de travailler sur une intégration la plus globale possible d'un catalogue, même si pour l'instant le plus simple c'est de faire du cas par cas. Ça pourrait être très intéressant parce que je vous rappelle que bientôt on ne conduira plus nos voitures, il faudra bien s'occuper et peut-être s'occuper à jouer à Elden Ring, bien sûr. Le jeu de From Software est sorti officiellement cette nuit. C'est un carton monumental critique, puisque je vous rappelle que c'est un des jeux les mieux notés de l'histoire, et c'est un carton monumental commercial, puisqu'il réalise l'un des meilleurs démarrages de l'histoire sur Steam, tout simplement pour un jeu solo payant, je vous le rappelle. Il dépasse les 760 000 utilisateurs simultanés, sachant que la plupart des jeux qui sont sur le top aujourd'hui de Steam sont des jeux qui étaient des jeux plutôt des free-to-play de type Dota 2 ou de type Lost Ark. C'est une grosse performance, même si vous le voyez aussi dans la news de Jarod de Gamecult, les retours ne sont pas très positifs. La faute à une version PC qui, pas de surprise malheureusement, n'est pas très bien optimisée. On attendra quelques semaines pour avoir la vraie supérieure version. Passons maintenant à Sony qui sont en train enfin de fourbir leurs armes contre le Game Pass de Microsoft. Chez Sony, il y a deux services, le PlayStation Plus et le PlayStation Now. La rumeur depuis l'année dernière, c'est que ces deux services allaient fusionner pour offrir un catalogue une offre peut-être plus sexy par rapport à aujourd'hui. C'est en train de se confirmer selon Jeff Grubb. Le projet Spartacus, qui est la fusion du PlayStation Plus et du PlayStation Now, approche avec des tarifs qui irait de 60 $ à l'année jusqu'à 16 $ par mois, selon évidemment la hiérarchie, le nombre de services que vous intégrez dedans entre le Essential, l'Extra et le Premium. Ce sera évidemment une bonne nouvelle pour les joueurs PlayStation et joueuses PlayStation, sachant que les services actuels sont quand même pas très compétitifs. Du côté de chez Nintendo, on annonce une acquisition, et l'acquisition peut-être la plus chiante de l'histoire, mais Nintendo avait annoncé qu'il n'allait pas faire d'acquisition justement spectaculaire de développeurs à la mode, mais qui ne sont peut-être pas dans l'esprit Nintendo. Nintendo, elle a été à la hauteur de leurs propos puisqu'ils ont racheté le studio le plus Nintendo de l'histoire, puisque c'est littéralement un studio qui bosse pour Nintendo quasiment dans les locaux de Nintendo depuis 40 ans. C'est évidemment SRD, System Research and Development,
qui a bossé sur absolument toutes les licences Nintendo depuis 1987. Mario, Zelda, Animal Crossing, Ring Fit, etc., etc. C'est une sorte plus de formalité pour Nintendo d'officialiser que SRD est désormais intégré chez eux. Voilà, donc ils ne vont pas racheter Ubisoft ou Sega tout de suite. On laissera évidemment Sony et Microsoft faire ça pour eux. Qui enfin rachètera Electronic Arts et combien vaudra Electronic Arts alors qu'Electronic Arts n'aura plus FIFA? C'est la question que tout le monde se pose et qui est désormais une question vraiment officielle puisque dans une fuite, je pense orchestrée par EA, Andrew Wilson, le PDG de la marque, a annoncé que désormais FIFA, pas le jeu évidemment, mais FIFA, l'acronyme et FIFA l'organisation, devenait un obstacle au développement de leur licence. Pourquoi? Je vous rappelle que la FIFA, qui gère une grande partie des grandes ligues de foot et notamment la Coupe du Monde, demande des sommes à Electronic Arts pour évidemment le nom, la licence, etc. Mais aurait demandé le double pour le renouvellement de contrat et demandé $1 milliard sur 4 ans pour avoir le droit au nom de la FIFA. Le truc, c'est qu'Electronic Arts, pour eux, ils ont signé des droits avec beaucoup d'autres instances du football et pas que la FIFA, et que finalement, hors de la Coupe du Monde, ils pourraient très bien faire un jeu de foot avec la plupart des équipes, la plupart des ligues, la plupart des joueurs, et ils n'auraient peut-être pas à payer $250 millions à l'année juste pour avoir ces noms. Ça pourrait être une grosse révolution, tant aujourd'hui, pour les gens, FIFA, c'est quasiment plus un jeu vidéo qu'une fédération de football, mais on verra, sachant que, je vous rappelle, c'est le jeu le plus vendu en France, en Europe, et c'est surtout la vache à lait numéro 1 d'Electronic Arts. Et donc voilà, un suspense savamment entretenu par l'éditeur américain. On verra, ce sera peut-être le moment pour Konami de réagir et de venir enfin imposer leur eFootball. C'est pas gagné. C'est la fin de cette émission un peu spéciale. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Passez un bon week-end, on se retrouve dès lundi. Ciao.